Jeffrey Willis, un mari, un papa et un grand-père, au-dessus de tout soupçon, aurait probablement continué à couler des jours heureux pendant des années sans le courage de Madison, une adolescente de 16 ans qui a réussi à lui échapper et ainsi à révéler son vrai visage. Celui d'un monstre avec des obsessions immondes. Je vais vous raconter son histoire. Jessica Iringa est née le 16 avril 1987 et comme notre histoire se déroule en 2013, elle est âgée de 25 ans. Jessica vit dans la petite ville de Norton Shores, une ville de 20 000 habitants qui se situe en bordure du lac Michigan et elle travaille dans une station-service Exxon. Jessica est en couple, elle est maman d'un petit garçon et comme elle a besoin d'argent, elle essaye de faire un maximum d'heures à son travail, c'est-à-dire que si un de ses collègues a besoin de s'absenter, s'il a besoin de prendre un jour de congé, elle va toujours demander à rattraper ses heures afin de pouvoir arrondir les fins de mois. Et c'est d'ailleurs ce qu'il se passe ce jour-là, le 16 avril 2013. Elle était censée rester chez elle, mais au final, elle a remplacé un collègue. Les proches de Jessica n'aiment pas qu'elle travaille à la station tard le soir puisque la fermeture est à plus de 23 heures et il n'y a pas de caméra de surveillance. Donc c'est quand même assez dangereux, elle est vraiment toute seule dans la station jusqu'à très tard le soir. Mais quand ses proches lui en parlent, Jessica, du haut de ses 25 ans, se sent invincible. Elle leur répond qu'il va rien lui arriver, que ça se passe toujours très bien au travail. Et effectivement, c'est vrai que Jessica a la cote auprès des clients, elle adore son travail et puis c'est quelqu'un de positif, de serviable, de souriant. Donc vraiment, les clients l'adorent et elle a jamais eu de soucis particuliers. Cependant, ce 16 avril, Jessica n'a pas le sourire. D'habitude, elle est vraiment de bonne humeur, mais là, elle est sombre, elle a l'air inquiète, il y a l'air d'avoir quelque chose qui ne va pas. Il y a une cliente qui le remarque immédiatement, elle a l'habitude de venir à la station, elle n'a jamais vu Jessica comme ça, donc elle aussi lui fait la réflexion en lui disant « Mais écoute, il est 22h50, t'es toute seule, t'es une très belle jeune femme, c'est quand même assez inquiétant, tu pourrais pas te faire accompagner de quelqu'un, par exemple ton petit ami, quand tu fais la fermeture, ça serait quand même plus rassurant. » Mais bon, Jessica lui dit que tout va bien, mais il y a un client qui a entendu la conversation, donc un homme, et qui rigole en disant « Oh, ça va, pas de soucis, nous c'est clients, on est là pour veiller sur elle. » Et en fait, la cliente qui était en train de parler à Jessica remarque que son corps est comme parcouru d'un frisson à ce moment-là. Et elle se dit, il y a un problème avec cet homme. Elle a pas l'air rassurée par lui. Donc ce que fait la cliente, c'est qu'en sortant de la station-service, elle reste un moment dans sa voiture, histoire de s'assurer que tout va bien. Et au moment où elle voit l'homme qu'elle a trouvé un peu étrange repartir, là, elle est rassurée et elle aussi part. Mais quelques minutes plus tard, il y a quelqu'un d'autre qui s'inquiète pour Jessica. Et cette personne, c'est sa manager qui passe devant la station en moto avec son mari. Et au moment où elle arrive, elle voit une voiture aller à l'arrière de la station-service. Et elle trouve ça vraiment étrange puisqu'il est 23h. Et à cette heure-ci, il y a vraiment aucune raison qu'un client aille à l'arrière de la station, puisque pour rentrer dans la station, on passe par l'avant, et puis les bornes pour l'essence sont également à l'avant de la station. Donc c'est vraiment étrange, et tout de suite, elle se dit aussi bien, c'est un voleur, un cambrioleur, je vais quand même rester un petit peu pour regarder. Elle voit l'homme à un moment donné ouvrir son coffre, faire quelque chose à l'intérieur, puis refermer son coffre. Bon, elle continue à attendre, puis elle voit finalement la voiture repartir. Donc c'est un van gris, et elle a vu qu'un homme était au volant, mais elle a rien vu de plus. Et elle se dit, c'est bon, il est reparti, ça doit être ok. Elle repart avec son mari. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle vient d'assister à l'enlèvement de Jessica Iringa. C'est à 23h07 exactement que les secours sont appelés puisqu'il y a un homme qui vient faire de l'essence et au moment où il veut payer, en fait c'est une station où il faut aller dans la station pour payer, il voit qu'il y a personne. Il regarde dans toutes les pièces, il ouvre toutes les portes, il ouvre même la chambre froide, on sait jamais, il appelle, personne. Il trouve ça vraiment très bizarre, donc il appelle le 911 en leur disant écoutez, je ne sais pas si quelqu'un est blessé ou quoi que ce soit, il y a juste personne. Et les secours prennent ça très au sérieux. Les policiers arrivent et ils regardent un petit peu parce que forcément, une station-service à 23h, on se dit c'est un braquage, c'est un vol. Mais en fait, pas du tout. Tout est en ordre dans la station. Jessica avait même déjà fait le ménage, elle avait déjà préparé la fermeture, donc tout est propre, tout est bien rangé, il n'y a pas de traces de lutte, rien. Ils regardent dans la caisse, tout l'argent est là. Et puis, il trouve également le sac à main de Jessica, il regarde à l'intérieur
et il y a la somme de 400 $ en liquide. Donc clairement, le vol n'est pas le mobile. Mais ce qui va vraiment les inquiéter, c'est déjà que la voiture de Jessica est toujours sur le parking, donc elle n'est pas partie. Et ils trouvent à l'arrière de la station quelques gouttes de sang lui appartenant. Donc là, ils comprennent que Jessica a été agressée et enlevée. À côté des gouttes de sang, ils retrouvent des piles boutons et un morceau de plastique avec une inscription dessus. Et en analysant ce morceau de plastique, ils apprennent qu'il provient du laser d'un pistolet. En fait, au bout du pistolet, il y a un laser. Et pourquoi ce bout de plastique s'est retrouvé là? En fait, la théorie, c'est tout simplement que la personne, donc l'homme qui a agressé Jessica, l'a frappé avec le pistolet et ça a dû casser le laser qui était au bout de l'arme. Ça explique bien évidemment également les gouttes de sang, puisque si elle s'est pris un coup de pistolet sur la tête, forcément, c'est très violent, elle a saigné. Mais maintenant, le problème, c'est de savoir qui a fait ça, parce que Jessica n'a pas d'ennemis. Donc la première chose que les policiers vont faire, c'est de s'intéresser à sa vie sentimentale. Et le premier suspect, bien évidemment, comme dans la plupart des affaires, c'est son petit ami, puisqu'ils ont une relation quand même assez chaotique. Donc forcément, les policiers essayent de voir s'il a un mobile, mais les proches de Jessica eux-mêmes disent à la police « mais ce n'est pas lui, on a une confiance total en lui. » Certes, leur relation était un peu chaotique, mais c'est quand même le père de son enfant, il prévoyait de la demander en mariage, il l'aime énormément, enfin, c'est pas lui. Donc, il est innocenté, et les policiers essayent de regarder si il n'y avait pas quelqu'un d'autre. En effet, ils se disent que Jessica, c'était une belle jeune femme, elle travaillait toute seule dans la station, elle devait être courtisée par beaucoup d'hommes, et effectivement, ils découvrent qu'elle entretenait une affaire avec un homme marié. Et que quelques semaines seulement avant sa disparition, la femme de cet homme était venue faire un scandale dans la station-service, à tel point que Jessica avait dû lui hurler dessus et lui dire de partir. Et le jour de la disparition de Jessica, c'est l'homme lui-même qui est venu à la station et qui a supplié Jessica de quitter son copain, de refaire sa vie avec lui. Et bon, Jessica a refusé, donc c'est possible que cet homme, ma foi, ait décidé de se venger. Mais là encore, ça ne donne rien, l'homme a un alibi, ce n'est pas lui. Les semaines passent, les policiers s'intéressent à toutes les pistes possibles, toutes les personnes qui les appellent en disant qu'ils croient avoir aperçu Jessica, c'est vérifié mais ça ne donne jamais rien. Ils s'intéressent également à tous les propriétaires de van gris, étant donné que la manager de Jessica a vu un van gris à peu près au moment de la disparition de la jeune fille, mais là encore ça ne donne rien. Les semaines passent, les mois passent, les années passent, et pas de nouvelles de Jessica. Rebecca Bletch a 36 ans, elle est mariée à Kevin Bletch, et le couple est parent d'une petite Ellie qu'ils adorent plus que tout au monde. Rebecca, c'est l'aînée de 3 sœurs, et c'est un peu comme une maman pour ses sœurs. C'est-à-dire que ses sœurs, dès qu'elles ont besoin de quelque chose, dès qu'elles ont besoin d'un conseil, dès que ça va pas, la première personne vers laquelle elles se tournent, c'est Rebecca. Rebecca, elle est décrite par ses proches comme quelqu'un de sportif. Elle adore particulièrement la course à pied. Elle fait tout le temps son jogging. Et puis, c'est une femme également très souriante, très positive, avec un rire communicatif. Vous voyez, c'est le genre de personne qu'on aime avoir autour de soi parce qu'elle met instantanément de bonne humeur. Côté travail, elle est assistante d'un kiné et c'est pareil, les patients l'adorent. Mais le 29 juin 2014, alors que Rebecca courait sereine sous le soleil d'été dans la campagne, un homme s'arrête à sa hauteur avec un van gris. Il sort de ce van, pistolet à la main. Rebecca tente de fuir, elle court, mais une balle lui traverse le crâne et elle s'écroule. Rebecca n'est pas morte sur le coup. Elle se met à ramper, utilisant ses dernières forces pour essayer de s'en sortir, mais l'homme se place au-dessus d'elle et lui tire 2 balles supplémentaires dans la tête. L'homme remonte à bord de son van et part, en laissant Rebecca sur le côté de la route. Et le sourire de Rebecca n'illuminera plus jamais les journées de ses proches. Le corps de Rebecca est découvert par un couple de promeneurs, et la première chose à laquelle ils pensent, c'est qu'elle a été renversée par une voiture. On est au milieu de la campagne, son corps est sur le bord de la route, ils voient qu'elle a une plaie à la tête, donc c'est ce qui leur semble le plus logique. Donc quand ils appellent les secours, ils leur disent « c'est un délit de fuite, quelqu'un l'a renversée, il y a personne aux alentours ». Mais quand les secours arrivent, ils constatent immédiatement qu'il ne s'agit pas d'un délit de fuite, qu'il ne s'agit pas d'un accident de voiture, mais qu'elle a bien été assassinée puisqu'elle a été abattue de 3 balles dans la tête.
La scène de crime est assez étrange puisque le corps de Rebecca est d'un côté de la route et de l'autre côté de la route, il y a ses affaires qui sont disposées dans un petit tas comme si elles avaient été bien rangées. Donc il retrouve son brassard de course, il retrouve son téléphone, il retrouve ses lunettes de soleil, il retrouve ses écouteurs et tout est bien rangé. Donc la théorie de la police, c'est que la personne qui a fait ça a dû demander à Rebecca de se débarrasser de ses affaires. C'est elle qui les a rangées de cette façon-là, et ensuite elle a tenté de s'enfuir. Et là, il lui a tiré dessus. Comme pour Jessica avant elle, l'enquête reste longtemps au point mort puisque c'est très compliqué de savoir qui a fait ça. Rebecca n'a pas d'ennemis, le crime semble être totalement gratuit. Et puis on est au milieu de la campagne, on est dans un petit village qui s'appelle Dalton Township. Enfin, clairement, c'est pas du tout un village dans lequel il y a de la criminalité, dans lequel il y a des mafias qui viendraient faire des exécutions comme ça. Enfin, ça n'a aucun sens. Et puis finalement, les seules preuves qui sont retrouvées, c'est les douilles. Donc les douilles des balles qui ont été tirées sur Rebecca. Mais avec des douilles, on peut pas faire grand chose. Il n'y a pas d'empreinte ou d'ADN dessus. Et puis la seule chose qu'on peut faire, c'est de savoir de quel type de pistolet elles proviennent. Mais pour pouvoir aller plus loin dans l'enquête, il faudrait avoir l'arme en main. Puisqu'une fois qu'on a l'arme, on peut vérifier si les douilles ont été tirées par cette arme-ci en particulier ou pas. Mais là, la seule chose qu'ils savent avec juste les douilles, c'est qu'elles ont été tirées par un pistolet calibre 22. Le rapprochement avec l'enlèvement de Jessica n'est pas fait par les enquêteurs, tout simplement parce que les circonstances des deux affaires sont très différentes, puisque dans le cas de Jessica, c'est un enlèvement, tandis que dans le cas de Rebecca, c'est une exécution sommaire. Donc ce n'est pas du tout la même chose. En plus de ça, les policiers se sont mis en tête que dans l'affaire Jessica Iringa, elle avait été enlevée par quelqu'un qui la connaissait, puisqu'il n'y avait pas de traces de lutte ou quoi que ce soit. Donc ils se sont dit qu'il s'agissait d'un proche ou d'un client, enfin en tout cas de quelqu'un qui la connaissait de près ou de loin, alors que dans le cas de Rebecca, ils n'ont vraiment aucun suspect et ils pensent que c'est un passant, quelqu'un qui ne la connaissait pas du tout, qui l'a tuée de manière totalement gratuite. Finalement, à ce stade, la seule chose qui rapproche les deux affaires, c'est la proximité géographique et l'arme, puisque c'est dans les deux cas un calibre 22. 2 ans plus tard, le 16 avril 2016, la petite Madison Nygaard fait la fête avec des amis autour d'un feu de camp dans le village de Fruitland Township, un village de 5000 habitants dans le Michigan. Cependant, la plupart des jeunes qui sont présents décident de quitter la soirée pour se rendre à d'autres soirées, mais Madison, elle, n'a pas d'autre plan, donc elle se dit qu'elle va tout simplement rentrer chez elle. Le problème, c'est qu'elle n'a pas de moyen de locomotion, elle est à pied, elle n'a plus de batterie sur son téléphone, mais elle se dit qu'elle va bien réussir à retrouver son chemin, donc elle se met à suivre une grande route, mais au bout d'un moment, elle constate qu'elle ne sait absolument pas où elle se trouve, qu'elle est perdue, elle n'a pas de téléphone, et elle se met à pleurer. C'est à ce moment-là qu'un homme s'arrête à sa hauteur. L'homme conduit un van gris. Ça doit vous dire quelque chose. Et cet homme demande à Madison si elle veut qu'il la raccompagne chez elle. Madison lui répond que non, mais que par contre, s'il a un téléphone, elle aimerait bien l'emprunter. L'homme lui répond alors que si elle veut utiliser son téléphone, elle doit monter à bord de son van. Madison est en pleurs, Madison est en panique, Madison est perdue, Madison est désespérée, il fait nuit noire, elle n'a pas de téléphone, donc elle accepte et elle monte à bord du véhicule. Mais à peine elle s'est assise sur le siège passager, l'homme verrouille les portes et démarre. Bon, étonnamment, Madison, sur le coup, n'est pas plus effrayée que ça. Elle se dit que l'homme a l'air sympathique, qu'il veut juste la ramener chez elle, mais elle est pas d'accord, elle est pas très à l'aise, même s'il a l'air sympa, elle préfère quand même terminer à pied et juste passer un coup de fil à quelqu'un. Donc elle demande à l'homme gentiment « Excusez-moi, je suis vraiment désolée, mais est-ce que vous pourriez me laisser sortir de la voiture? Je préfère rentrer à pied. » Mais l'homme refuse et elle voit qu'il tourne vers un tout petit chemin de campagne. Même si elle est perdue, elle sait que c'est pas du tout par là qu'elle habite. Elle sait que l'homme est en train de l'emmener quelque part. Elle sait pas où, enfin voilà. Là, elle commence un peu à paniquer. Elle redemande à l'homme si elle peut utiliser son téléphone et il lui répond que le sien non plus n'a plus de batterie. Madison redemande à sortir du véhicule et là, l'homme se penche, attrape un pistolet sous son siège et le braque sur Madison. Et là, c'est assez incroyable parce que la grande majorité des gens se retrouvant avec un pistolet braqué sur eux n'auraient juste
rien fait. Forcément, on se met à avoir peur de mourir, à avoir peur de se faire tirer dessus. On ne sait pas qui est cet homme. Donc on se dit, ok, je vais rester sage, je vais rester obéissante, je vais faire tout ce qu'il veut et ça va peut-être bien se passer. Mais en tout cas, j'ai pas envie de me faire tirer dessus. Madison, elle, du haut de ses 16 ans, elle se dit, direct, en voyant l'arme, je dois me barrer. Je dois sortir de cette voiture, je dois partir d'ici, je dois tout faire pour m'échapper. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle déverrouille la porte et elle saute du véhicule en marche. Elle tombe durement au sol, elle se fait mal, elle se blesse, elle saigne, elle s'est cassé des ongles, elle a perdu ses chaussures dans la chute. Mais c'est pas grave, il faut qu'elle échappe à cet homme. Donc Madison se met à courir, à courir, à courir. Et à un moment donné, elle se retourne et là, l'horreur, derrière elle, elle voit que l'homme est sorti du van, pistolet à la main, et qu'il est là en train de la regarder. Il lui dit « Reviens, t'inquiète, c'était juste une petite blague. » Ah oui, très drôle la blague, hein, vraiment. Donc évidemment, Madison ne revient pas. Hein. Elle continue à courir, mais elle ne se rend pas compte à ce moment-là que l'homme lui tire dessus. Et Madison a eu une chance inouïe, parce que cet homme lui a tiré dessus à 2 reprises, et qu'à 2 reprises, le pistolet s'est enrayé. Donc la balle n'est pas partie. Si les balles étaient parties, Madison aurait probablement connu le même sort que Rebecca. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Elle doit avoir un très bon ange gardien, cette jeune fille, et elle a continué à courir jusqu'à arriver devant une maison. Madison toque à la porte, hurle, supplie à la personne de lui ouvrir, et c'est une dame qui habite là et qui ouvre à Madison. Madison lui dit immédiatement qu'il faut appeler les secours, qu'il y a un homme armé qui est en train de la poursuivre. Donc la femme lui dit d'aller dans une chambre, se reposer, se calmer un petit peu et qu'elle s'en occupe, elle va appeler les secours. Madison est toujours en panique, hein, elle est en train d'hurler dans la chambre, de pleurer, elle se cache sous le lit, elle est terrifiée, mais heureusement son cauchemar est terminé. Les secours arrivent, l'homme a lâché l'affaire, il n'a pas essayé de la poursuivre, il est reparti. Les policiers prennent l'histoire de Madison très au sérieux. Effectivement, c'est pas du tout rassurant de savoir qu'il y a un homme mystérieux qui se promène en van pour kidnapper des jeunes filles. On sait pas ce qu'il allait faire à Madison, mais bon, il est armé, donc clairement, il n'avait pas de bonne intention. Il faut absolument le retrouver avant qu'il s'en prenne à quelqu'un d'autre. Par chance, Madison, en plus d'être courageuse, elle est très observatrice et elle est capable de décrire le véhicule aux policiers. Donc non seulement l'extérieur du véhicule, mais également l'intérieur. Elle a observé tout ce qu'il y avait à l'intérieur et elle leur fait une liste. Donc les policiers savent maintenant qu'ils ont affaire à un van gris. Bon, malheureusement, Madison n'avait pas non plus noté la plaque d'immatriculation, elle connaissait pas la marque et le modèle du véhicule. Mais bon, on est au milieu de la nuit, au milieu de la campagne. Clairement, des vans gris, il n'y a pas dû en avoir 15 000 à passer. Donc ce que les policiers vont faire, c'est essayer de trouver des caméras de surveillance dans les environs. Et par chance, juste à côté de l'endroit où ça s'est produit, il y a une ferme qui propose aux gens de venir cueillir des myrtilles, etc. Donc ils se disent peut-être qu'il y a des caméras, et effectivement, cette ferme dispose de caméras. Non seulement elle dispose de caméras, mais en plus de caméras de très bonne qualité. Donc les policiers observent effectivement un van gris passer. Malheureusement, là encore, on voit pas la plaque d'immatriculation. Donc ce que vont faire les policiers, c'est qu'ils vont montrer les images à un garagiste qui est spécialisé dans les vannes en lui demandant s'il n'a pas des informations, s'il peut pas leur donner des indications qui pourraient les aider à retrouver ce van. Et le garagiste remarque effectivement 2 particularités. Donc déjà le modèle de la voiture, c'est un Dodge Grand Caravan et il remarque que les poignées de porte ont été changées. Donc généralement, sur ce véhicule-là, les poignées de porte ne sont pas comme ça. Donc ça peut aider les enquêteurs, puisque ça va leur permettre d'éliminer un certain nombre de vannes de cette marque, de ce modèle. Ensuite, il leur dit également que l'antenne sur le toit est très particulière. Et ce que ça lui permet de savoir, c'est que ce véhicule-là en particulier a été fabriqué au Canada et non pas aux États-Unis. Ça, c'est très important. Donc, ce que vont faire les policiers, c'est qu'ils vont demander au FBI de les aider. Le FBI leur fournit une liste de tous les propriétaires de Dodge Grand Caravan du Michigan. Et c'est une liste immense, hein. Il y a 33 000 véhicules, mais des véhicules avec les particularités qui ont été données par le garagiste, il n'y en a pas beaucoup puisqu'il y en a un seul. Bon, pour vérifier quand même qu'il s'agisse du bon véhicule, il montre les photos de plusieurs personnes
à Madison et parmi ces photos, il y a le propriétaire de ce véhicule et Madison le reconnaît immédiatement. Elle dit c'est lui. C'est lui qui m'a attaqué, c'est lui qui a essayé de m'enlever. Et cet homme sur les photos, c'est un homme de 46 ans qui s'appelle Jeffrey Willis, qui n'a pas de casier judiciaire, qui est marié avec une fille et un petit-fils et que tout le monde adore. Avant de vous parler de l'arrestation de Jeffrey Willis, je vais vous parler de lui, puisque c'est très intéressant. C'est vrai que généralement, quand on a affaire à des criminels violents, on découvre qu'ils ont eu une enfance horrible, qu'ils ont baigné dans la violence, dans la pauvreté, dans la drogue, dans l'alcool, qu'ils ont vécu des choses absolument atroces qui leur ont complètement ruiné le cerveau et qui a fait d'eux des personnes horribles. Mais là, c'est pas du tout le cas. Jeffrey Willis est né le 6 mars 1970 dans le Michigan, donc il a passé toute sa vie dans le Michigan, et il vient d'une famille, tout ce qu'il y a de plus normal. Il n'y a rien de spécial à dire sur eux, d'ailleurs on n'a pas trop d'informations sur eux, ce sont des gens discrets, et Jeffrey, à l'école, c'était quelqu'un considéré comme beau gosse, qui était super populaire, il avait plein de filles à ses pieds, il était en plus super fort en sport, c'était le meilleur de son école en sprint, donc vraiment pas un gamin qui a eu la vie dure, vous voyez. Il était tellement populaire que vraiment tout le lycée le connaissait, donc pas seulement les gens de sa classe ou de son année, mais même les gens plus âgés ou les gens moins âgés. En fait, tout le monde dans le lycée voyait qui il était. Le problème, c'est que Jeffrey Willis a la personnalité cliché qui va avec. Vous voyez, le gars arrogant, imbu de lui-même, qui est persuadé d'être supérieur à tout le monde, qu'on peut pas lui résister. Enfin, vraiment une personnalité assez insupportable. Et déjà, à cette époque, on voit que son rapport aux femmes est problématique, puisqu'il ne supporte pas qu'on lui dise non. Et le premier incident, ça va être à ses 17 ans. Il flash sur une jeune fille de 2 ans de moins que lui, donc de 15 ans, et il lui propose un petit rendez-vous amoureux. La jeune fille est intéressée, elle accepte, mais au cours de ce rendez-vous, Jeffrey tente un rapprochement physique, et la jeune fille lui dit clairement « Non, je n'en ai pas envie, je préfère qu'on prenne notre temps ». Bon, quelqu'un de normal aurait juste répondu « Ok, aucun problème, pas de souci, je comprends ». On n'aura qu'à se revoir pour un autre rendez-vous si tu veux, je passe un bon moment, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais Jeffrey, lui, il a pété un câble. Il s'est mis à hurler sur la fille, à vraiment la pourrir, comme si c'était elle le problème, comme si finalement c'était elle qui était en tort parce qu'elle lui avait dit non, quoi. La jeune fille est terrifiée parce qu'elle est toute seule avec lui dans sa voiture et c'est lui qui doit la raccompagner chez elle. Donc à ce moment-là, elle se dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Heureusement, Jeffrey ne lui fait rien, à part lui hurler dessus. Il la ramène chez elle et la jeune fille n'a plus besoin d'avoir affaire à lui dans le futur. Après le lycée, Jeffrey ne poursuit pas ses études, il s'arrête en fait à l'équivalent du bac, quoi, à la fin du lycée, et il exerce plusieurs métiers différents. Et il a notamment travaillé pendant 1 an comme concierge dans une école, et là il va y avoir un second incident, puisque sa direction, alors que ça se passait hyper bien avec lui jusque-là, découvre qu'il a regardé des contenus X sur un ordinateur qui est utilisé par les enfants. Malheureusement, il y a un enfant qui, à cause de ça, est tombé lui aussi sur un contenu X. Donc la direction est forcément furieuse contre lui. Il découvre qu'en plus, c'était pas la première fois et il est licencié. Jeffrey, à l'âge adulte, n'est plus aussi arrogant et insupportable qu'à l'époque. En tout cas, ça ne se voit pas aussi bien. Il est considéré par tous les gens qu'il côtoie comme quelqu'un de plutôt sympathique. Il a beaucoup d'amis d'ailleurs. C'est quelqu'un de serviable, c'est quelqu'un de très sociable. Il n'a aucun problème à discuter avec les gens. C'est en fait la personne vers laquelle les autres vont se tourner quand ils ont besoin d'un service. Il y a un de ses collègues qui disait par exemple, s'il me manque un outil, la personne à qui je vais demander, c'est Jeffrey. Je sais qu'il va me l'amener, qu'il va me le passer de bon cœur en me disant mais garde-le autant que t'as besoin. Enfin vraiment voilà, il est vu comme un bon gars par tout le monde, quoi, vous voyez. Et puis côté cœur, pareil, c'est quelqu'un de rangé. Alors il a eu une première relation sérieuse avec une femme avec laquelle il a eu une petite fille. Et puis ensuite, il a rencontré celle qui devient sa femme, Charlene Bishop, une femme avec qui il est resté pendant 18 ans. Bon, tout ça est bien beau, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ses amis et sa réputation, c'est ce qui se cache sous la surface et quelle personne Jeffrey était réellement. Et finalement, aucun de ses proches n'avait rien remarqué.
Jeffrey avait vraiment l'air d'être quelqu'un de normal. Bon, il y a quand même eu 2-3 trucs, mais vraiment, vous allez voir, c'est pas grand-chose. Déjà, il y a le fait qu'il parlait mal, on va dire, des femmes. Enfin, mal. Il faisait des réflexions sur leur corps, mais c'était vraiment inapproprié puisqu'il le faisait même sur des collègues. Mais j'ai envie de dire, il y a énormément d'hommes qui font ça, et ça en fait pas des tueurs en série et des gens qui enlèvent des petites de 16 ans. Donc concrètement, ça n'avait alarmé personne. Il trouvait ça, bon, pas cool, pas ouf de sa part, mais c'est tout. Et autre chose qui avait un peu alerté un ami à lui, c'est qu'il semblait avoir une véritable addiction pour les vidéos X. Jeffrey en avait des cartons pleins. À l'époque, vous savez, il y avait les cassettes VHS et il avait des cartons remplis de VHS avec des vidéos X dessus. Donc vraiment bizarre, enfin, c'est quand même assez extrême comme addiction. Mais ce que dit cet ami, c'est qu'au moment où il a rencontré Charlène, eh bien Jeffrey lui a dit avoir tout jeté, s'être débarrassé d'absolument tous les cartons. Donc cet ami ne s'est pas inquiété plus que ça, il s'est dit bon, à l'époque il était célibataire, il y a beaucoup d'hommes célibataires qui adorent regarder du X de manière assez intensive, donc bon, du moment que depuis qu'il est avec sa femme il a arrêté, tout va bien. Et puis le contenu qu'il regardait, alors certes il y avait des choses un petit peu extrêmes qui sortaient un petit peu de l'ordinaire, mais rien de choquant non plus, quoi. Ça restait des choses quand même relativement classiques. Finalement, les seules personnes à avoir vraiment eu un aperçu de la face cachée de Jeffrey Willis, ce sont des personnes qui ne le connaissaient pas personnellement. On a par exemple des voisines à lui, des jumelles de 19 ans qui vivaient toujours avec leurs parents, et ces jumelles avaient peur de lui. Elles avaient remarqué que Jeffrey avait tendance à les fixer, à les regarder intensément, et ça les mettait très mal à l'aise. Et la mère de ces jumelles avait déjà surpris Jeffrey en train de prendre des photos de l'intérieur de leur maison. Donc, quand même très flippant. Et puis, on a également une femme qui, en 2017, a prévenu la police après avoir remarqué que Jeffrey la suivait et qu'il avait pris des photos d'elle. Malheureusement, la police n'a rien pu faire, donc Jeffrey, n'a pas été inquiété et ça n'a pas été noté dans son casier judiciaire. Jeffrey Willis est arrêté chez lui le 17 mai 2016 pour l'enlèvement de Madison Nygaard. Et quand Jeffrey arrive dans les locaux de la police, il est calme, il est détendu. Il se comporte comme si tout allait bien. Il va même draguer une des policières en lui disant qu'elle a un physique de star de cinéma. Enfin, c'est vous dire à quel point le gars est détendu. Mais il commence quand même un petit peu à stresser quand les policiers lui expliquent que pendant qu'il est avec eux, on a leurs collègues qui sont en train de perquisitionner son véhicule et sa maison. Là, il emmène pas large. Les policiers commencent bien évidemment par une fouille du van, puisque c'est le véhicule dans lequel Madison a été agressée, a été enlevé, et ce qu'ils y découvrent les choque énormément. Ils découvrent déjà que dans ce type de van, il y a des compartiments, on va dire, un peu secrets, puisque dans le sol, il y a comme des coffres, vous pouvez ranger des choses dans le sol. Et ils ouvrent un de ces compartiments, et ils y découvrent une boîte à outils en métal. Et dans cette boîte, on a clairement l'attirail du parfait tueur en série. Il y a du matériel pour attacher des gens. Il y a des cordes, il y a des chaînes, il y a des menottes, il y a également des objets sexuels, des objets BDSM. On retrouve notamment un bâillon, vous savez le bâillon avec la boule qui se met dans la bouche. Et puis il y a également des seringues et des flacons d'insuline. Les policiers retrouvent également un schéma du corps humain avec, en fait, sur ce schéma, dessiné tous les endroits où on peut injecter de l'insuline à quelqu'un. C'est un schéma médical à destination, finalement, des malades, des personnes diabétiques. Bon, l'insuline comme ça paraît pas être quelque chose de dangereux. Moi, c'est vrai que quand j'ai vu qu'il avait eu de l'insuline, je me disais, bah oui, enfin, voilà, c'est pas bien méchant. Mais en fait, si l'insuline, si c'est injecté vraiment en grande quantité à quelqu'un qui n'en a pas besoin, ça peut avoir des conséquences dramatiques sur la santé de la personne et ça peut aller jusqu'à lui faire perdre connaissance. Donc, c'est quand même assez grave. Et quand les policiers tombent sur tout ça, en plus dans son van, qui a ça dans son van, enfin, ils voient ça, ils se disent, mais sur quoi on est tombé? C'est qui ce gars? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire avant d'attaquer cette petite Madison? Mais ce qui va les effrayer encore plus, c'est la fouille de sa maison. Alors d'ailleurs, dans la maison, il tombe sur sa femme, Charlène Bishop, qui tombe des nues. Elle était au courant d'absolument rien du tout. Et en fait, dans cette maison, il
fouillent bien évidemment l'ordinateur de Jeffrey. Et sur cet ordinateur, ils trouvent un dossier qui s'appelle VIX, V-I-C-S. Et ils pensent que VIX, c'est pour Victims. Dans ce dossier, il y a 2 sous-dossiers. Un dossier Jessica Iringa et un dossier Rebecca Bletch. Et dans les dossiers, il y a plein d'informations sur les filles. Des informations qu'il a trouvées sur Internet, des informations sur leur mort, leur disparition, des informations sur elles, des photos d'elles, enfin, plein d'informations sur elles. C'est à ce moment-là que les policiers se disent « Mais en fait, dans nos locaux, on a probablement un tueur en série ». À part ce dossier-là, les policiers font d'autres découvertes, puisque dans les affaires de Jeffrey et également dans un disque dur qu'ils retrouvent un peu caché, ils font 3 découvertes vraiment troublantes. La première découverte, ça concerne sa consommation de contenu X, puisque je vous ai dit qu'un ami à lui pensait qu'il avait arrêté, mais en fait Jeffrey n'avait pas du tout arrêté. Il avait toujours une addiction au X, sauf que cette addiction avait évolué. À l'époque, il regardait des choses classiques, voire qui sortaient un peu de l'ordinaire, mais ça va. Mais là, il est passé carrément à des choses mais hyper choquantes, puisque les policiers retrouvent du contenu nécrophile, ils retrouvent également du contenu, des scènes de meurtre, et certains de contenus sont des véritables snuff movies, c'est-à-dire que c'est réellement des actes nécrophiles et des actes de meurtre, ce n'est pas simulé. Donc vraiment super choquant de retrouver ça dans l'ordinateur de quelqu'un. Et la deuxième découverte, ça concerne des enfants. Puisqu'il découvre que, on sait déjà qu'il s'est intéressé à Madison, donc oui, qu'il aime bien les filles très jeunes également. Hein. Bon, il aime tous les âges, vraisemblablement, du moment que c'est une femme. Mais il avait également une attirance pour des petites voisines à lui qui n'avaient que 14 ans. Et les policiers découvrent qu'il les a filmées à leur insu pendant qu'elles étaient nues dans la salle de bain. Troisième découverte troublante, Jeffrey avait une obsession pour un certain nombre de femmes. Des femmes qui ne connaissaient pas son existence, qui n'étaient absolument pas au courant que Jeffrey avait une obsession pour elles, mais c'est hyper choquant également. Il avait carrément des fichiers sur ces femmes et il notait absolument tout les concernant. Il notait leur adresse, leur numéro de téléphone, leur date de naissance. Il les avait filmées et photographiées à leur insu et il gardait tout ça également dans son fichier. Et vraiment, c'est hyper flippant. Il y a une femme qui était dans cette liste. Forcément, les policiers ont prévenu toutes ces femmes, ils ont vérifié qu'elles étaient toujours vivantes. Oui, c'est le cas. Ils ont vérifié, essayer de savoir si elles avaient remarqué quelque chose, si elles connaissaient Jeffrey Willis, et aucune d'entre elles le connaissait. Elles étaient pas du tout au courant qu'elles avaient un homme comme ça qui les espionnait discrètement. C'est terrifiant. Il y a une d'elles qui a été choquée de voir que ça faisait 14 ans qu'il l'espionnait, ça faisait 14 ans qu'il notait des informations la concernant. Cette femme avait changé d'adresse à plusieurs reprises, elle avait déménagé, et Jeffrey avait toutes ses adresses successives. À chaque fois, il se renseignait pour savoir où elle habitait. C'est atroce. Et puis, cette femme-là découvre aussi, comme les autres, qu'il a pris des photos d'elle, des vidéos, elle avait jamais rien remarqué. Et quand on lui demande si elle connaît Jeffrey, elle dit non, je n'ai jamais vu cet homme, j'ai pas du tout souvenir de lui avoir parlé ou quoi que ce soit, je ne sais pas qui c'est. Bon, cette femme-là, elle avait travaillé comme barmaid, donc son hypothèse c'est qu'il a pu éventuellement être client dans son bar et l'a remarqué de cette façon-là, mais ça reste quand même complètement fou. En interrogatoire, Jeffrey ne lâche rien, il n'avoue rien, il dit qu'il est innocent, qu'il n'a absolument rien à se reprocher. Cette petite Madison, il la connaît pas, il l'a jamais vue, et puis voilà, il a réponse un peu à tout, c'est-à-dire que quand les policiers, par exemple, lui disent avoir vu son van à lui sur les caméras à tel endroit, alors qu'à la base, il avait dit qu'il était chez lui à cette heure-là, il dit non, mais en fait, je devais rentrer du travail, mais cette Madison, je la connais pas, je l'ai pas vue. Par contre, au moment où les policiers commencent à lui dire toutes les preuves qu'ils ont retrouvées, l'ambiance change. Jeffrey n'est plus aussi détendu qu'au début, il arrête ses petites blagues, il s'énerve, il dit clairement aux policiers « Je pense que de toute manière, je ne suis pas en état d'arrestation, donc je vais rentrer chez moi, vous allez faire quoi? Vous allez me plaquer au sol ?» Sauf que les policiers lui disent « Mais en fait, si, vous êtes en état d'arrestation et non, vous pouvez pas rentrer chez vous. » Donc Jeffrey, est envoyé en prison, mais il n'a absolument rien avoué. Après les découvertes qu'ils ont faites sur Jeffrey Willis, les policiers ont envie de s'intéresser à ses proches. Ils veulent en savoir plus sur lui, ils veulent comprendre, ils veulent savoir qui est cet homme, et peut-être que quelqu'un avait remarqué quelque chose, ça paraît quand même invraisemblable,
d'avoir affaire à un tel monstre et que personne n'ait rien vu. Donc personne dans les proches de Jeffrey n'est suspect ou quoi que ce soit. Ils veulent juste savoir s'ils ont pas, vu quelque chose, quelle relation ils entretenaient avec Jeffrey. Donc ils font le tour de tous ses proches, sa famille, ses amis. Ils leur demandent comment ils le connaissaient. Ils leur demandent si, je sais pas, s'ils l'ont jamais vu revenir par exemple avec des griffures au visage ou avec du sang sur ses vêtements. Enfin, est-ce qu'ils ont pas remarqué quelque chose d'intéressant? Et les interrogatoires, se passent sans aucun problème. Et d'ailleurs, petite anecdote au sujet des proches de Jeffrey Willis, il a un de ses meilleurs amis qui est policier et qui est collègue avec ceux qui ont enquêté sur l'enlèvement de Jessica Iringa. Mais le proche auquel on va s'intéresser dans cette partie, ce n'est pas ce policier qui n'y a vu que du feu, c'est le cousin de Jeffrey Willis. Son cousin s'appelle Kevin Bloom et il est gardien de prison. Alors, ça, son premier interrogatoire, c'est pas un interrogatoire, ils sont juste allés chez lui discuter avec lui. Bref, ça s'est très bien passé, aucun problème, ils sont sortis de là en se disant tout simplement que ils avaient entendu ce qu'ils avaient à entendre et c'est tout. Mais quelques jours plus tard, Kevin Bloom les appelle. Il les appelle de lui-même en leur disant « Écoutez, je suis inquiet. Je viens d'apprendre que vous aviez retrouvé un pistolet dans le van. » Donc effectivement, les policiers ont retrouvé sous le siège passager un pistolet calibre 22, pistolet donc qui a été braqué sur Madison. Et ce cousin donc explique que il sait pas si c'est un rêve ou si c'est la réalité, mais qu'il a vu des images de lui avec ce pistolet à la main et que c'est en train de l'inquiéter. Et en fait, après analyse, ce pistolet est celui qui a servi à tirer sur Rebecca Bletch, puisque les douilles correspondent. C'est également probablement le pistolet qui a servi à enlever Jessica Iringa, puisque le laser au bout de l'arme est cassé. Donc il manque la petite partie qui a justement été retrouvée derrière la station Exxon d'où a disparu Jessica Iringa. Donc ce pistolet, c'est en fait la grosse preuve du dossier. Donc le fait que le cousin de Jeffrey Willis dise « je suis pas sûre, mais je crois avoir tenu ce pistolet dans mes mains », c'est bizarre, parce que Jeffrey n'avait parlé de ce pistolet normalement à personne. C'était un pistolet caché, il avait d'autres armes qu'il a déclarées à la police sans problème, mais ce pistolet-là, il en avait parlé à personne, c'était son secret. Et ce cousin-là, il connaît l'existence et il l'a même tenu dans ses mains. Intéressant. Les policiers décident d'arrêter Kevin Bloom pour pouvoir lui parler bien en profondeur, pouvoir lui parler longtemps. Et dans leurs locaux, lui, il est pas du tout comme son cousin. Kevin Bloom, il est stressé, il est angoissé, il est émotif, il arrête pas de pleurer, enfin, il est vraiment pas bien. Et il finit par craquer. Et ce qui révèle est complètement terrifiant. Il faut savoir que Kevin Bloom, c'est comme un frère, en fait, pour Jeffrey. Ils sont cousins, mais ils ont grandi ensemble, et vraiment tous les proches de Jeffrey Willis sont formels. S'il y a une personne sur Terre qui devait connaître les secrets de Jeffrey Willis, c'était lui. Ils étaient vraiment... Il y a même des proches à eux qui disaient que c'était comme des siamois, tellement ils étaient tout le temps collés ensemble. Donc effectivement, ce cousin dit qu'il sait des choses. Et vraiment, c'est hyper choquant. Jeffrey lui a annoncé joyeusement au téléphone qu'il avait rencontré des femmes qui avaient envie de s'amuser, qui avaient envie de passer un bon moment, de faire la fête, qu'elles étaient chaudes comme la braise et qu'elles étaient chez lui. Et donc qu'il aurait aimé que Kevin les rejoigne. Bon, chez lui, pas dans sa maison, mais en fait, Jeffrey avait hérité de la maison de son grand-père après le décès de celui-ci, et il avait décidé de la garder. Il l'avait pas mise en location ou en vente, il l'avait gardée vide. Donc c'est lui qui s'occupait de l'entretien de cette maison, etc. Et finalement, il pouvait y faire un peu ce qu'il voulait. Donc il explique à Kevin que les filles sont là dans cette maison et qu'il l'attend. Kevin, tout content, accourt, il arrive et puis Jeffrey lui dit que ça se passe au sous-sol. Donc il descend au sous-sol et là il voit une femme nue, allongée sur le ventre, ligotée. Sur le coup il comprend pas, il se dit « Ah, trop bien, j'ai jamais fait ce genre de choses, ça va être amusant ». Il s'approche de la jeune femme et puis il constate qu'elle a une plaie à la tête. Là il commence un peu à déchanter, à se dire « Qu'est-ce qui se passe ?» Il s'approche un peu plus, il constate que cette jeune femme a la peau toute pâle, qu'elle ne bouge pas, et il comprend qu'elle est morte. Cette jeune femme, c'est Jessica Iringa. Kevin affirme qu'il a été choqué, qu'il a dit à Jeffrey « Je m'en vais, je pars, je veux pas avoir quoi que ce soit à voir avec tout ça », mais Jeffrey, selon lui a dit « Écoute, tu vas devoir m'aider. J'ai besoin d'aide pour me débarrasser de son corps.
si tu ne le fais pas, si tu ne m'aides pas, je tue toute ta famille. » Kevin, effrayé, a accepté. Ils ont enroulé le corps de Jessica dans un drap. Ils l'ont mise à l'arrière du van de Jeffrey et ils sont allés la déposer dans la forêt. Dans la forêt, Jeffrey avait déjà pris soin de creuser une tombe, de creuser un grand trou. Et à côté de ce trou se trouvaient 2 pelles. Donc les cousins se sont munis des pelles et ont enterré le corps de la pauvre Jessica. Kevin, en interrogatoire, dit au policier qu'il est totalement prêt à collaborer, que vraiment il est choqué par ce qu'il a fait, que c'était vraiment pas de gaieté de cœur, que c'était vraiment parce qu'il avait peur de son cousin et qu'il n'y a aucun souci, qu'il est prêt à leur révéler où se trouve le corps, qu'il est prêt à tout leur dire. Et il leur indique effectivement précisément où ils ont enterré le corps. Donc bien évidemment, les policiers s'y précipitent. Ça fait des années qu'on cherche la pauvre Jessica, qu'on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Donc ils arrivent sur les lieux, ils cherchent, mais pas de traces de Jessica. Donc la théorie, ce serait que Kevin aurait dit la vérité, qu'effectivement elle était enterrée là, mais que Jeffrey l'aurait déplacée par la suite. Mais on est sûr de rien, ok ? Peut-être aussi que Kevin a menti, qu'ils l'ont enterrée ailleurs, on ne sait pas. Toujours est-il qu'elle est pas là. Donc les policiers reviennent à la salle d'interrogatoire, ils reviennent auprès de Kevin, mais en fait quand ils lui annoncent qu'ils l'ont pas trouvée, qu'elle était pas là, l'humeur de Kevin change du tout au tout. Il leur dit, écoutez, en fait j'ai menti. C'est pas vrai. Je n'ai jamais vu cette fille. Je n'ai rien à voir dans cette histoire. Je vous ai raconté n'importe quoi. C'est la fatigue. Et puis en plus, je prends un traitement, je prends des médicaments. Je suis pas bien. J'ai raconté n'importe quoi. C'est faux. Donc en fait, il a tout retiré. Tous ses aveux, il les a retirés. Kevin Bloom est quand même inculpé. Il est inculpé pour mensonge, pour obstruction à l'enquête et pour complicité. Donc vraiment pour tout ce qu'il pouvait lui mettre. Et il est envoyé donc en prison en attente de son procès. Et en fait, aujourd'hui, on ne sait toujours pas, en 2024, où est la pauvre Jessica et ce qui lui est arrivé exactement. On n'a jamais retrouvé son corps. Kevin n'a jamais rien dit. Jeffrey non plus. Donc, sa famille ne sait toujours pas où elle est. Par contre, on a quand même quelques petites informations qui ont été données par Kevin. Selon lui, le mobile était sexuel. Il dit que Jessica a été abusée par son cousin. Et également qu'il y a eu des actes de torture. Jeffrey Willis a eu droit à 2 procès. Un procès pour le meurtre de Rebecca Bletch et un autre pour ce qui est arrivé à Jessica Iringa et qui est considéré également comme un meurtre. Même si on n'a jamais retrouvé son corps, on considère que Jeffrey Willis l'a tué. Donc ils ont choisi stratégiquement de le juger d'abord pour le meurtre de Rebecca Bletch puisqu'il y a plus de preuves, donc c'était vraiment un choix logique et ça s'est avéré payant puisque Jeffrey Willis a été condamné 2 fois à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, donc le maximum qu'il pouvait avoir dans le Michigan. Pourtant, Jeffrey, lui, avait bon espoir. Il a plaidé non coupable, il a essayé de tout mettre sur le dos de son cousin Kevin Bloom, mais ça n'a pas convaincu. Et puis, il a fait quelque chose qui est assez rare dans ce genre de procès, c'est qu'il a décidé de témoigner lui-même lors de son procès. Généralement, dans le cadre des affaires criminelles, ça ne se fait pas puisque l'enjeu est tellement énorme, on risque la peine de mort, une peine de prison à vie, que du coup, les accusés préfèrent s'en remettre à leur avocat et le laisser gérer. Mais Jeffrey, voilà, vous connaissez, hein, il est arrogant, il est imbu de lui-même, il était persuadé que son charisme légendaire allait le sortir de là, et donc il s'est présenté au tribunal vraiment propre sur lui, sûr de lui, petit costard, il avait perdu du poids, rasage très propre, etc. Et il s'exprimait avec aisance, mais il a continué à tout nier malgré les preuves, selon lui. Il n'a rien fait, il est innocent. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir la tête qu'a fait son ex-femme Charlene Bishop quand il a été raconté que les objets qui avaient été retrouvés dans le van servaient à des jeux sexuels entre eux deux. Faut savoir que Charlene, elle a rien à voir avec lui, c'est une femme qui est très croyante, qui passe tout son temps libre à l'église, donc vraiment pas du tout le genre de femme qui va jouer avec ce genre d'objets. Elle a été hyper choquée qu'il aille raconter ça, elle a dit mais j'ai jamais vu ces objets de ma vie, je n'ai jamais touché à ça. Et il a essayé également de l'utiliser comme alibi puisqu'il a dit qu'au moment du meurtre de Rebecca Bletch, il était chez lui en train de tondre la pelouse et que sa femme était présente dans la maison. Le truc, c'est que le procès, il a eu lieu en 2018, soit 4 ans après les faits.
Charlène ne se souvenait absolument pas de ce qu'elle faisait ce jour-là, donc elle a pas du tout pu confirmer cet alibi. D'ailleurs, vu qu'on en est à parler de Charlène Bishop, peut-être que vous vous demandez mais comment elle a pu ne rien voir, comment tu peux être mariée à un homme et ne pas te rendre compte pendant 18 ans que c'est quelqu'un d'aussi horrible. Mais en fait, Charlène a expliqué qu'ils n'avaient pas une relation très fusionnelle. Elle passait tout son temps libre à l'église, tous les week-ends en fait, elle était à l'église, alors que lui, il était pas pratiquant, il était pas très intéressé par la religion, donc il venait pas avec elle. Elle partait toute seule, et pendant ce temps, lui, il vaquait à ses occupations, puis elle était pas là à surveiller ce qu'il faisait, donc finalement, tous les week-ends, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et puis, par exemple, quand il allait dans la maison du grand-père, eh bien, il lui disait « Ah, il faut que j'aille faire un peu d'entretien, je vais faire un peu de ménage, je vais tondre la pelouse. » Puis elle, voilà, elle avait pas de raison de remettre ça en doute, elle était ok, vas-y, pas de problème, enfin. Et ça faisait en plus depuis 2011 qu'ils étaient quasiment, on va dire, séparés. Ils vivaient toujours ensemble, ils étaient toujours mariés, mais chacun faisait un peu ce qu'il voulait de son côté, quoi. Ça n'allait plus du tout entre eux, déjà depuis 2011. Donc quand il a été arrêté, Charlène a divorcé direct, elle a pas hésité. Et vraiment, elle savait rien du tout. Elle était choquée. Et d'ailleurs, je viens de vous parler de la maison du grand-père, une information qui est importante. Déjà, c'est Charlène qui a révélé l'existence de cette maison aux enquêteurs. Elle a vraiment collaboré avec les enquêteurs, aucun problème. Et dans cette maison, dans le sous-sol, ils ont trouvé une très grande quantité de bidons de javel vides. Et Charlène a bien expliqué qu'il n'avait rien à faire là. Le grand-père, lui, il n'avait pas autant de produits d'entretien. Dès qu'un produit était vide, il mettait à la poubelle. D'ailleurs, c'était même eux qui s'occupaient de recycler tout ce qui était carton, plastique pour lui, pour l'aider. Donc, ils auraient jeté les bidons. Donc, elle a affirmé que c'était bien son mari, Jeffrey Willis, qui avait utilisé ces bidons de javel et qui avait une quantité astronomique de javel, que ce n'était pas normal. En ce qui concerne la petite Madison Nygaard, elle a témoigné courageusement lors des procès de Jeffrey Willis et ça a permis comme ça de montrer un peu son mode opératoire puisqu'elle a pu voir ce qu'il lui avait fait, voir comment il fonctionnait, donc ça a été super important qu'elle témoigne lors du procès, mais malheureusement la pauvre n'a pas eu le droit à son procès à elle, puisque le procureur lui a dit que comme il a déjà été condamné au maximum, qu'il va déjà passer le restant de sa vie en prison, ce serait une perte de temps et d'argent que de refaire un procès pour elle. Donc ça a été difficile pour elle d'accepter ça, mais malheureusement, elle n'a pas le choix. Autre personne ayant témoigné lors du procès, les proches bien évidemment de Rebecca Bletch et de Jessica Iringa. Mais alors là, vous allez voir que ça s'est pas du tout passé comme prévu. En fait, lors des procès, et comme ça en tout cas pour des affaires criminelles aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Victim Impact Statement. Donc ce sont les victimes ou les proches des victimes, si malheureusement elles ne sont plus là, qui témoignent et qui expliquent en fait quel impact les actes de l'accusé ont eu sur eux, sur leur vie, etc. Et c'est quelque chose qui bien souvent est très important pour les proches et pour les victimes, puisque ça leur permet finalement de regarder l'accusé dans les yeux et de lui dire tout le mal qu'il leur a fait, de lui dire en fait tout ce qu'ils veulent. Et ça, c'est vraiment un gros soulagement pour beaucoup de victimes. Pas toutes, il y en a qui redoutent ce moment-là, qui ont un peu peur, qui sont mal à l'aise. C'est normal, mais il y en a d'autres qui le vivent vraiment comme une thérapie, et c'était le cas des proches de Jessica et Rebecca. Ils attendaient ce moment avec impatience. Or, au moment où ils s'apprêtent à parler, il y a Jeffrey qui envoie son avocat poser une question au juge. Et cette question, c'est « Est-ce que mon client peut sortir de la salle ?» Jeffrey ne veut pas assister au Victim Impact Statement. Et le juge lui répond que, ma foi, il en a le droit, s'il veut partir, il peut partir. Donc Jeffrey se lève. Il se dirige vers la sortie. Et au moment de sortir de la salle, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie un bisou en direction des victimes. Oui, il a fait ça. C'est tellement choquant. Tout le monde est tombé des nues, vraiment personne n'avait jamais vu ça. Même l'avocat de Jeffrey a dit qu'il ne s'était jamais senti aussi mal de sa carrière. Il avait honte. Il s'est dit, mais pourquoi il a fait ça ? Et ça a été super dur pour les proches de Rebecca et Jessica, puisque, en fait, ils attendaient depuis des années de pouvoir le regarder dans les yeux. Ils peuvent pas, et en plus, il leur envoie un bisou. Enfin, il se prend pour qui ? Heureusement, on a les policiers qui ont vu ça, et qui vont voir le juge, les avocats qui disent « Écoutez, on a une petite question, légalement, on sait pas si c'est possible, mais en fait, après le procès, on va le ramener en prison. »
on a un trajet qui est assez long. Est-ce que ce serait pas possible de nous donner l'enregistrement du Victim Impact Statement, donc du témoignage des victimes, pour qu'on lui diffuse dans la voiture? Comme ça, il n'aura pas le choix de l'entendre. Et on lui aura répondu, pas de souci, allez-y. C'est vraiment trop bien que ces policiers aient pris cette initiative, qu'ils aient eu cette idée. Vraiment, c'est super, je pense que ça a vraiment soulagé les proches. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Donc en fait, pendant tout le trajet qui était assez long, ils ont mis le son à fond et ils ont mis les témoignages en boucle. Donc Jeffrey n'a pas eu le choix, il a été obligé de tout entendre. Plusieurs fois en plus. À ce jour, Jeffrey Willis est toujours en prison. Et si tout va bien, il devrait y rester pour le restant de ses jours. Son cousin Kevin Bloom, lui, a plaidé no contest. Donc c'est quand on plaide ni coupable ni non coupable. En gros, on plaide rien, plus ou moins. Et il a pris 5 ans de prison avec sursis, dont 1 an avec le port d'un bracelet électronique. Donc c'est pas très cher payé, mais en même temps, il n'y avait pas vraiment de preuves contre lui. Et puis, il n'y a absolument rien à l'heure actuelle qui permette d'affirmer qu'il ait participé activement au meurtre de Jessica et de Rebecca. Cependant, les policiers ont quand même fait une découverte assez étonnante, puisqu'ils ont découvert que Kevin connaissait Rebecca et Madison. Il les connaissait via ses enfants, puisque Rebecca faisait du foot avec sa fille, et que Madison faisait de la danse avec un autre de ses enfants. Enfin, en tout cas, il les connaissait. Il a affirmé que ce n'est pas lui du tout qui a parlé de ces 2 femmes à Jeffrey, que finalement son cousin, les a choisies pour une raison qu'il ignore, que ça n'a rien à voir avec lui, mais c'est quand même une coïncidence assez troublante. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous parler encore de quelques petits trucs. Je sais déjà que dans les commentaires, je vais avoir des gens qui vont me dire « Ce n'est pas un vrai tueur en série, il y a eu que 2 meurtres. » Alors déjà, oui, il y a eu 2 meurtres, mais on n'oublie pas Madison. Je vous rappelle que le pistolet s'est enrayé. Donc si ça n'avait pas été le cas, il y aurait eu au moins 3 meurtres, voire plus, puisque clairement Madison n'aurait pas pu le dénoncer à la police, donc il aurait sûrement continué à tuer des femmes. En plus, qui sait, il y a peut-être encore d'autres victimes. Et justement, il y a une 4e victime potentielle. En effet, il y a une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Angela Sandberg et qui a été retrouvée morte le 17 octobre 1996. Angela était chez son petit ami quand sa mère est venue la chercher. Elle a décidé de fuir. Elle s'est enfuie par la porte de derrière et elle a été retrouvée 1 mois plus tard, assassinée. Elle a été retrouvée dénudée. Par contre, on ignore la façon dont elle est morte. Et elle n'a pas eu le droit, contrairement à Rebecca, Madison et Jessica, à une enquête très poussée. Puisqu'en fait, à l'époque, ça a été considéré comme une fugue. C'était à la base une fugue. Mais bon, on parle quand même d'une petite de 15 ans qui se retrouve toute seule dans la nature. J'ai jamais compris pourquoi les policiers disent « Oh, c'est une fugue, on va juste attendre qu'elle revienne ». Quand c'est quelqu'un qui est mineur, je trouve ça quand même grave de le laisser dans la nature et juste d'attendre. Enfin, il peut arriver n'importe quoi. Et ça a été le cas pour Angela puisqu'elle a été assassinée. Alors pourquoi est-ce qu'ils pensent que Jeffrey est coupable ? Eh bien tout simplement parce qu'il vivait dans la même ville qu'elle et qu'en plus il avait fréquenté le même lycée. Donc c'est quand même beaucoup de coïncidences et quand on connaît l'homme, ça serait pas étonnant qu'il ait fait une 4e victime. Donc ça en ferait réellement, pour le coup, un tueur en série. Cependant, les proches de Jeffrey pensent qu'il ne passera jamais à table. Ils pensent qu'il ne révélera jamais rien. Il ne dira jamais s'il y a d'autres victimes. Il ne dira jamais où se trouve le corps de Jessica. Il est trop fier. Il continue d'ailleurs à maintenir son innocence. Encore aujourd'hui, il dit qu'il n'a rien fait, qu'il est victime d'une terrible erreur judiciaire. Donc c'est pas du tout dans son intérêt d'aller balancer qu'il y a d'autres victimes et d'aller raconter où se trouve Jessica. Et c'est super triste parce que la maman de Jessica est persuadée que sa fille est toujours en vie. En fait, tant qu'elle n'a pas le corps, elle n'arrive pas à faire son deuil. Pour elle, Jeffrey est effectivement innocent dans le cas de Jessica. Et voilà, elle attend tristement que sa fille rentre un jour à la maison. Quant à savoir pourquoi Jeffrey a fait ce qu'il a fait, pourquoi est-ce qu'il est devenu comme ça reste également un mystère, on ne sait pas trop. Alors certes, oui, on peut voir très clairement qu'il a une personnalité antisociale, qu'il n'a absolument aucune empathie, on le voit avec son bisou dans le tribunal, enfin, c'est vraiment quelqu'un d'horrible, quelqu'un qu'on n'a rien à faire des sentiments des autres. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait qu'il a fait ça ? Qu'est-ce qui fait qu'il a décidé de tuer des femmes ? Il y a des proches à lui qui ont une hypothèse, ils pensent que c'est sa consommation
excessif de contenu X et la nature de ces contenus-là qui lui aurait fait péter un câble. C'est vrai que je pense que c'est pas très simple de passer ses journées entières à regarder des vidéos de meurtre et de nécrophilie. Clairement, je pense que oui, ça peut avoir un effet sur le cerveau. Maintenant, à ce point-là, je sais pas, ça reste une hypothèse. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.